N'hésitez pas, de Jean Cocteau. Il est triste de jouer à cache-cache dans ce monde où l'on devrait se serrer les uns contre les autres. Vous vivez ça au quotidien, à la fois la solidarité, de nombreuses personnes qui vous rejoignent dans cette action d'accueil des migrants avec toutes les difficultés que ça suppose, et en même temps une forme ou d'hostilité ou d'immense indifférence du plus grand nombre. Ils ne se serrent pas les uns contre les autres. Ouais. Oui. Bonjour à tous. Effectivement, dans cette, donc moi, je représente la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Ce qu'on a vu tout au long des 2 dernières années, où on a observé une mobilisation sans précédent de milliers de citoyens exactement face à cette hostilité, à cette acharnement contre des personnes qui se trouvaient sans abri, sans papier, sans droit au parc Maximilien. Ce que l'on a vu, c'est que à partir du moment où des citoyens se sont sentis obligés d'aller à la rencontre de ces personnes pour les protéger, ils les ont aussi découverts et ils les ont aussi intégrés dans leur quotidien. Et si cette réponse concrète à une crise, à un besoin de répondre avec des solutions concrètes à la détresse humaine, a été importante pour soutenir et protéger ces personnes de la violence d'État. En même temps, les citoyens se sont rencontrés aussi entre eux. Et finalement, ce qu'on voit à partir du moment où il y a plus de 10 000 personnes, dont 8 000 qui ont au moins une fois hébergé quelqu'un chez eux, c'est que très rapidement, ils ont dû trouver des solutions par le partage et par la rencontre de l'autre solidaire, de leurs voisins, des gens qui jusque-là leur étaient complètement inconnus, et que le partage de valeurs communes les ont fait rencontrer. Et donc, quand quelqu'un se propose pour héberger un réfugié à la maison, il y a rapidement quelqu'un qui se propose pour faire le chauffeur, pour le soutenir à la maison, pour apporter des repas, pour trouver toute une série de solutions qui font aussi que des Belges, des personnes qui habitaient le même espace depuis des années, ont rencontré aussi d'autres personnes et d'autres réalités qui étaient pourtant aussi près. Est-ce que ça vous rend confiante aujourd'hui, puisque le titre est quand même la mobilisation solidaire, un idéal citoyen, est-ce que ça vous rend confiante dans la citoyenneté, dans la société, dans la capacité des gens à retrouver cet élan solidaire, ou est-ce que vous vous dites 8 000 ou 10 000 c'est génial, mais c'est tellement nanoparticules que ça ne représente pas la société? Effectivement, moi je crois fondamentalement qu'il faut commencer peut-être par 8 000 personnes pour arriver à en toucher un maximum de personnes. Si on multiplie ces 8 personnes par leur repas de Noël, par exemple, on a toujours ce personnage du repas de Noël qui vient avec un discours ignorant, réactionnaire, contre des gens qu'il ne connaît pas, qui diffuse des valeurs de peur et d'intolérance, et qui répète ce discours dominant individualiste. Et je pense que par l'expérience que j'ai eue au sein de la plateforme, que à partir du moment où ce n'est plus qu'une question de discours, c'est une question de rencontre, à partir du moment où des citoyens qui sont assis à cette table ont rencontré des gens et ont vu leur visage, leur ont donné un nouveau visage, il n'est plus possible d'entendre ce genre de discours et de ne rien dire. Et que si c'est peut-être 8 000, il faut les multiplier par toutes les personnes qu'ils arrivent aujourd'hui à toucher, par la connaissance profonde de matières qui jusque-là étaient complètement inconnues. Et ça, c'est le début du changement. J'accueille également à vos côtés Christine Mailly. On est riche, chacun à son micro. Christine, je citais Paul Éluard, chacun est l'ombre de tous.
Fabuleuse question, hein, parce que l'ombre, c'est aussi ceux dont vous vous occupez, Christine, dans ce réseau wallon de lutte contre la pauvreté, parce qu'on n'ose pas forcément sortir de l'ombre quand on est dans ces situations de précarité, et en même temps parce que, on va dire, la société dominante et majoritaire préfère les garder dans l'ombre. Oui, alors en travaillant au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, effectivement, moi, je fréquente beaucoup plus de personnes dans l'ombre, mais qui décident de s'organiser pour sortir de l'ombre, et pour sortir de l'ombre en ne cherchant pas à solutionner les problèmes individuels qui sont les leurs, même si tant mieux pour celui pour qui la situation individuelle s'améliore, mais en cherchant à interroger l'organisation de la société pour savoir pourquoi, dans ces formes organisationnelles, elles s'organisent pour que certains soient dans la lumière et d'autres dans l'ombre. Et donc, à qui ça sert qu'il y en ait dans l'ombre? À qui ça sert de pouvoir rester dans la lumière? C'est une question importante. Et je pense que c'est une question systémique. C'est une question qui dit que régler la question des inégalités, régler le fait que des gens vivent dans le trop peu de tout, le trop peu d'argent, le trop peu de considération, le trop peu de droits, le trop peu de possibilités d'exercer sa citoyenneté. C'est une conséquence de l'organisation inégalitaire de notre société, c'est une conséquence d'un état de droit démocratique qui a des failles, qui se trompe, qui oublie, qui désorganise, et il est absolument nécessaire pour questionner cet état de droit d'avoir la participation de ceux qui connaissent cette réalité, parce que quand on est contraint à vivre dans l'ombre, quand on est confiné, quand certains décident de laisser les autres dans l'ombre, puisque au réseau, ce qu'on dit volontiers, c'est que ce n'est évidemment pas les gens, par exemple, les enfants qui ratent à l'école, mais c'est l'école qui rate avec une partie des enfants. Ce n'est pas les gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens. Ce ne sont pas les gens qui ont un problème avec le logement en vivant dans la rue, c'est la politique du logement qui a un problème avec l'emploi, etc., etc. Donc si on veut sortir de ça, on a besoin du regard de ceux qui sont dans le trop peu de tout et de l'analyse de ceux qui sont dans le trop peu de tout, qui, au-delà des émotions individuelles qu'ils peuvent vivre, ont une capacité d'analyse, d'interpellation et de mobilisation citoyenne pour amener ceux qui ne sont pas dans le trop peu de tout à accepter d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils ne remarquent pas dans cette société, et c'est extrêmement important. Alors on est dans un rapport de force évidemment déséquilibré, parce que quand on est possédant, on n'est pas seulement possédant de l'argent, on est possédant d'un patrimoine, on est possédant de la connaissance, on est possédant des relations, on est possédant de la culture, on est possédant de l'occupation de l'espace, on est possédant de la vision climatique, et alors que les gens qui sont dans l'ombre ne se sont pas dépossédés, mais ils sont dépossédés par les autres, et ils sont dans l'obligation absolue de devoir rassembler leurs forces et leur créativité pour survivre. Et donc, les potentialités qu'ils ont, ils sont obligés de les user. Donc il y a une double violence qui est que les possédants les laissent de côté, qu'on les voit de façon charitable, on pourra y revenir parce qu'il faut déconstruire ça absolument, éventuellement au mieux, ou bien qu'on les voit comme un secteur d'activité, c'est-à-dire ils représentent une matière pauvre dont on va s'occuper, qui constitue un marché de l'emploi, qui constitue la possibilité de recycler les invendus alimentaires, etc., etc. Donc ça devient une matière et un objet. Donc c'est comment on sort de ça et comment on inverse ça, et c'est absolument essentiel et fondamental. D'autant plus, moi je trouve, dans un État de droit démocratique laïque. Moi je pense que c'est important. La laïcité a beaucoup, que ce mot-là, en tout cas en lien avec ces choses-là, a beaucoup d'importance sur la manière d'envisager l'organisation des solutions. Je reste un instant, Christine, encore. Vous êtes la deuxième aujourd'hui, docteur honoris causa de l'U-Liège que l'on accueille. Après à Sainte-Gerfie, vous voilà également. Mais c'est pas pour rien d'abord qu'une université a fait ce choix. Mais est-ce que des enceintes universitaires et de recherche, et puis plus largement d'ailleurs le système pédagogique en général, ouvre l'esprit à ça, parce que chacun est l'ombre de tous. Est-ce que l'on enseigne le fait que la précarité peut surgir à tout instant dans la vie de l'autre ? Alors bon, il y a évidemment des exceptions, donc j'ai envie de dire que dans les universités, dans l'enseignement supérieur, il y a certains endroits, il y a des personnes qui de façon volontariste intègrent des dimensions comme ça dans la manière de faire réfléchir les futurs acteurs de la société à travers quelques métiers que ce soit, le fait que ça existe, mais majoritairement non.
majoritairement non. Pourquoi ? Parce que en fait, on voit la pauvreté à travers une catégorie de population qu'on classe comme pauvres, et on commence à réfléchir sur eux, à les analyser eux, à partir de leur pauvreté comme une particularité à analyser. Alors que la réalité serait, et j'ai eu l'occasion de le dire quand j'étais avec Hassan Jarfi et le docteur Mukwege, c'est dans les universités, dans les hautes écoles, etc., la question de la réduction des inégalités, la question de l'excès d'enrichissement par rapport à la violence de l'appauvrissement de certains, etc., devrait faire partie des cursus de toutes les formations dans la société. Qu'on devienne architecte, avocat, médecin, secrétaire d'administration, etc., je ne vois pas en quoi on ne devrait pas, dans le cursus, être sensibilisé à l'exercice du métier pour tous, mais aussi l'exercice du fait qu'on n'est pas qu'un métier potentiel, on est un citoyen qui va agir à travers son métier, à travers les relations interpersonnelles, à travers l'interaction dans la sphère de la société, on va agir et interagir en ayant une position politique, j'ai envie de dire, à tenir, pour décider que les inégalités sont à combattre dans tous les domaines. C'est d'autant plus important que c'est un chantier compliqué parce qu'on peut en parler théoriquement de la réduction des inégalités, mais la réduction des inégalités, c'est comment on accepte de répartir véritablement. Et donc, comment on sort de l'idée, moi je peux capitaliser, je peux stocker, je peux augmenter encore mon patrimoine culturel, financier, etc. Et les autres, s'ils n'ont pas pu le faire, c'est qu'ils ne sont pas assez débrouillards et c'est probablement de l'ordre de leur responsabilité individuelle. On ne sortira pas de la pauvreté sans une interaction étroite entre réduction des inégalités et diminution de l'enrichissement. Je suis assez contente, alors ce sont des mots sur des papiers, mais saisissons-nous des mots sur les papiers, de voir que dans la déclaration de politique régionale, par exemple, en Wallonie, il y a une phrase qui a été reprise en copier-coller, on va dire ça comme ça, qui dit qu'il faut que les politiques publiques soient évaluées à l'onge de ce qu'elles provoqueront en termes soit de réduction des inégalités, de réduction de la pauvreté, mais aussi à l'onge de qu'est-ce qu'elles provoqueront en termes d'enrichissement supplémentaire. Ça, c'est nouveau, hein, qu'on ajoute dans une phrase ce que ça provoquera. Alors après, comment on le fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va s'oublier, etc. Ça, c'est la veille que nous devons avoir comme acteurs à pousser les décideurs à mettre en œuvre, à concrétiser et à voir comment pratiquer. Arnaud Zacharie, est-ce que aujourd'hui les idéaux citoyens, de citoyenneté solidaire, dans le phénomène de la pauvreté ou du déclassement, dans le phénomène de la solidarité active pour l'accueil des migrants, est-ce que ça amène à d'office à être ce qu'on appelle anti-système ? Je pense que oui, en tout cas anti-système néolibéral, hein, donc il n'y a pas eu une révolution conservatrice dans les années 80 avec l'arrivée de Reagan et Thatcher. Il y a eu cette révolution conservatrice néolibérale. Il y a eu aussi la révolution conservatrice avec ce qui s'est passé en Iran, avec ce qui s'est passé aussi en Arabie Saoudite. Donc on a une double révolution conservatrice qui sont intimement liées. Et on en paye le prix aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont de révolutions conservatrices qui s'auto-nourrissent. Donc, oui, il faut être anti-système. Maintenant, se dire anti-système aujourd'hui, il faut tout de suite clarifier le propos, parce que ceux qui mènent la danse parmi les forces anti-système, ce sont des forces identitaires, des forces nationalistes, populistes. Donc, on voit bien que le débat se focalise sur société ouverte, société fermée, hein, donc ceux qui sont majoritaires parmi le courant anti-système disent le problème c'est la société ouverte, donc il faut prôner une société fermée en ciblant des boucs émissaires qui sont les migrants, mais deux, les assistés, les pauvres. Et donc c'est évidemment pas ce mode d'antisystème-là que l'on prône. Ce qu'il faut dénoncer, à mon avis, c'est que le débat entre société ouverte et société fermée est un faux débat, ou en tout cas un débat qui est insuffisant, parce qu'il masque en fait la question de la soutenabilité du système et de son caractère égalitaire.
Donc on est une société ouverte, inégalitaire et insoutenable, ou une société fermée, inégalitaire et insoutenable. Bon, je préfère, en ce qui me concerne, la première solution, mais ce qu'il faut, c'est une société ouverte et qui soit soutenable et égalitaire. Et pour ça, il faut clairement sortir de systèmes de financiarisation, l'agenda de la financiarisation néolibérale, qui a mené à ces inégalités, à cette exclusion et finalement qui nourrit le repli identitaire. Je travaille dans la coopération développement, ce à quoi on est en train d'assister dans nos pays dits développés, on le constate depuis des décennies dans les pays en développement. Il y a eu les programmes d'ajustement structurel du FMI, de la Banque mondiale après la crise de la dette qui ont démantelé les États. Donc il n'y a plus d'État pour assurer les services sociaux de base aux populations, donc l'extrême pauvreté généralisée, les inégalités sont encore plus extrêmes que dans nos pays développés, et donc ça nourrit le repli identitaire. Quand vous voyez les élections en Afrique, par exemple, il n'y a aucun débat entre gauche et droite, question idéologique. Non, c'est d'où vient le candidat, et finalement, ce repli identitaire, on l'a expérimenté dans le laboratoire des pays en développement. Y compris d'ailleurs en matière d'éducation, il suffit d'aller voir dans les pays du Sahel qui sont des États laïques, il n'y en a pas tant que ça dans le monde, où on voit des écoles coraniques qui sont en train de fleurir et qui s'engouffrent pour prendre la place qui est laissée vacante par l'État qui n'assume pas ses responsabilités. Et le pire, c'est que quand on parle aux responsables de ces États, ils sont les premiers conscients de la situation, mais ils disent ne pas avoir les moyens d'assurer l'éducation pour tous et toutes. Paul Jorion, en vous souhaitant le bonjour, chacun va progressivement avoir évidemment l'occasion de s'exprimer ici. Je reviens à cette autre phrase que je citais tout à l'heure de Victor Hugo. Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion. C'est l'utopie un peu fantasque 19e qui ne se réalisera pas, ça ? Non, parce que Aristote avait déjà dit la même chose. Non, ce qu'on a eu, c'est on a eu un XVIIe et un XVIIIe siècle qui étaient un petit peu en dehors de la norme. Qu'est-ce qu'on a eu au XVIIe siècle? On a eu Thomas Hobbes qui nous a dit que nous sommes assis un jour autour d'une table parce que nous vivions comme des sauvages et nous avons sacrifié un peu de notre liberté pour assurer une sécurité supplémentaire. Et le siècle suivant, nous avons Jean-Jacques Rousseau qui nous explique bien le contrat social, etc. Ce sont des fables, ce sont des mythes. 20 siècles auparavant, Aristote disait l'homme zoon politikon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vit dans la société, qui vit dans la ville, qui vit dans la société humaine. Nous sommes comme les abeilles, comme les fourmis, nous sommes des animaux qui vivent en société. Et il n'y a rien de nouveau, de découverte, si justement simplement cette bizarrerie de notre science politique qui nous a dit qu'il y a eu un grand changement quelque part, etc. 3 siècles avant Aristote, il y a en Chine, il y a Confucius. Confucius, il ne vit pas dans un pays comme la Grèce où il y a 50 km entre chaque ville et où il y a 100 000 habitants dans les villes. Il vit dans un pays où il y a déjà une ville qui a 1 million d'habitants. Il sait qu'il faut organiser cette solidarité spontanée des citoyens pour que ça fasse un tout qui fonctionne. Et la Chine, la réflexion politique, elle est aidée par le fait qu'on est déjà très nombreux et qu'il y a des problèmes à résoudre, et aussi ce fait extraordinaire qu'il y a des ouragans dans les océans. On ne peut pas organiser un véritable commerce maritime, il faut tout faire autour du régime fluvial, et on a cette nourriture de base qui est le riz, qui demande une irrigation partout. Donc on n'aura jamais des guerriers à la tête des villes, on aura toujours, depuis 200 avant Jésus-Christ, on a des fonctionnaires à la tête des villes qui organisent ça, parce qu'il faut que l'eau arrive absolument partout. Donc il n'y a pas que notre pensée politique à nous qui tombe du ciel tout à coup au XVIIe ou XVIIIe siècle en disant est-ce qu'on s'est peut-être un jour réunis pour faire les choses ensemble. Non, ça va de soi. Aristote parle de la philia. La philia, c'est la bonne volonté que nous mettons tous dans la vie quotidienne pour faire marcher les choses.
L'invention encore plus récente, c'est de nous mettre la compétition, la rivalité, qui est un phénomène marginal dans nos sociétés humaines. C'est pas autour de ça qu'on s'est organisé. Maintenant, à partir des années 70, on nous dit c'est autour de ça qu'il faut s'organiser, de la rivalité entre tous, la compétitivité, etc. Que le plus fort gagne, malheureux vaincu, et ainsi de suite. C'est une bizarrerie. Si nous avons la chance d'avoir un peu d'histoire devant nous, tout ça apparaîtra comme des bizarreries. Nous sommes un animal qui vit en société, c'est la solidarité qui nous a amenés là où nous sommes, pas la compétition, pas la rivalité. Si, c'est bien, il y avait déjà des Jeux olympiques, mais c'était des choses qu'on faisait une partie de l'année, et le reste, on travaillait tous ensemble aux tâches qu'il fallait faire. Qu'est-ce que, Paul Jorion, je poserai la même question dans un instant aussi à Arnaud Zacharie et à Christine et Adriana, qu'est-ce que vous attendez, vous espérez, du réseau des associations laïques à ce propos-là? La question a été bien posée hier, je dirais, par M. Pénin-Ruiz à propos de cette crise dont il a parlé, de cette épreuve qu'il a traversée autour de cette question de l'islamophobie. Nous sommes une espèce qui, maintenant, est face au danger qui est lié à ce qu'on appelle la capacité de charge de son environnement. Chaque espèce a une capacité de charge de son environnement, c'est-à-dire est-ce que l'environnement peut la supporter dans son comportement actuel. Nous sommes en train de transgresser ça de manière majeure. Un symbole de ça, c'est ce qu'on nous dit sur le fait que le 1er août, on a déjà épuisé toutes les ressources renouvelables de la Terre. On ne peut pas continuer à l'infini de faire ça. On voit les limites qui sont liées à l'augmentation de la température, qui ne sera pas simplement une augmentation comme ça d'un dixième de degré tous les 10 ans, mais qui va conduire à des changements massifs du comportement des océans, du comportement des vents, etc. Nous allons au-devant de catastrophes telles que seules des mesures prises à l'échelle de l'espèce tout entière, de la planète tout entière, pourront faire une différence. La tentation inverse, c'est celle du souverainisme, de retomber sur des particularités locales. La tentation du survivalisme, de se dire nous on est plus intelligents que les autres et on sortira plus facilement, on va se replier sur nous-mêmes, qu'il s'agisse de familles qui organisent ça, de petits groupes, de biorégions comme on dit maintenant. Les seuls qui sont bien organisés déjà depuis très longtemps et qui le sont en particulier maintenant, on me donnait un exemple hier dans la conversation, vers qui se tournent maintenant les intellectuels latino-américains pour avoir une réflexion sur une guidance de ce qu'il faudrait faire. Ce n'est plus l'Europe, c'est la Chine. Et si nous ne faisons rien, si nous restons dans notre passivité, à couper les cheveux en quatre, à se demander si c'est bien les êtres humains qui sont responsables de ce qu'on voit, etc., etc., il viendra un jour où nous devrons faire comme les intellectuels latino-américains, nous tourner simplement vers ceux qui sont en train véritablement de prendre le taureau par les cornes, vers la Chine. Or, nous le savons, c'est une société d'hypersurveillance, c'est une société où il y a des millions de personnes qui sont dans des camps de rééducation, c'est ce que ça veut dire. Si nous voulons échapper à cela pour que l'extinction ne devienne pas une réalité, il faut que tout de suite nous prenions notre sort entre nos mains. Arnaud, qu'est-ce que vous attendez ? Moi, j'attendrais que la création d'un mouvement qui fasse de l'égalité, de la liberté des citoyens un objectif universel en soi, quelle que soit la couleur de peau, la nationalité, la religion de chacun. Donc on voit bien qu'on est face à un mouvement contraire. Certains avaient prédit le choc des civilisations dans les années 90, et quelque part ils ont eu raison, mais là où ils ont eu tort, c'est qu'ils présentaient les choses comme des blocs culturels homogènes qui allaient s'entrechoquer. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a aucune homogénéité au sein des blocs. Il y a un morcellement de plus en plus gravissime du fait de ces replis identitaires où finalement on ne va plus percevoir un citoyen que par rapport à son identité. Donc là, il y a un défi majeur qui est face à nous, et donc de faire de la laïcité justement ce mouvement universaliste qui va promouvoir les droits, les libertés individuelles, l'égalité, la répartition des richesses à tous citoyens du monde. Là, il y a clairement un chantier majeur. Adriana, lorsque je vous ai
entendu, enfin, j'ai déjà entendu plusieurs fois, mais je vous ai notamment entendu au perchoir au Sénat lors de la remise du prix Henri Lafontaine à la plateforme. Vous n'avez pas mâché vos mots, vous avez interpellé cette société, y compris qui était devant vous, en lui pointant ses responsabilités. Je vous le demande encore aujourd'hui. Qu'attendez-vous de ce réseau de la laïcité ? Prenant cette même question qui a été abordée lors de ce discours au Sénat, ce qu'on a vu par l'exemple de ce petit phénomène, de cette petite réaction à un problème très concret, c'est que ce mouvement et les personnes qui sont présentes à cette salle ont le pouvoir de se réapproprier des outils existants et de se faire concrètement ce qui peut provoquer ce changement qu'on attend. On a vu par l'expérience de l'accueil des réfugiés que à la base même de la fondation de la plateforme, on disait que les citoyens ont réagi à un moment de crise, mais le but n'était pas de remplacer l'État. Le but était, on le dit depuis le début, ça fait 4 ans aujourd'hui, qu'on veut retourner demain à nos occupations. Mais finalement, ce qu'on oublie quand on rentre dans ce genre de dynamique, c'est que à partir du moment où on s'habitue à trouver des solutions pour tout, tout devient possible et tous les mécanismes qui ont été créés exactement pour empêcher que ce genre d'inégalité ait lieu, que cette violence structurelle soit acceptable, commencent à se reposer sur les citoyens qui réagissent avec des nouvelles solutions. On a vu avec la fermeture imminente d'un bâtiment qui est la Porte Ulysse, où logent tous les soirs 350 réfugiés organisés par la plateforme citoyenne, qu'au moment où ce bâtiment risquait de fermer, 400 personnes risquaient de se retrouver à la rue, des personnalités politiques que je ne mentionnerai pas, on dit avec un grand sourire, heureusement qu'il y a la solidarité citoyenne pour réagir à ce moment de crise. Il y a un moment où les citoyens se rendent compte que à part l'aide concrète qui est apportée, il y a des mécanismes existants et qui peuvent être utilisés par les citoyens. Il y a des droits que nous avons, que nous ne connaissons même pas. Et je pense par exemple à l'exemple du projet de loi des visites domiciliaires, où des citoyens de tout le pays se sont mobilisés. Ça a d'ailleurs été très fort ici à Liège, que des citoyens se sont mobilisés au niveau local pour aller interpeller des élus locaux que finalement étaient très probablement des copains de l'école ou des gens qu'ils ont rencontrés tout au long de leur vie, et que cette mobilisation a permis de marquer une position. Et c'est peut-être de l'ordre du symbolique, mais quand on pense à la quantité de demandes d'asile que des citoyens arrivent à suivre administrativement, ne pas étant expert en droit des étrangers, il y a une capacité de s'approprier de droits et de mécanismes de l'État qui existent, qui est non négligeable dans ce genre de mouvement. Est-ce que vous craignez, Adriana, parce que j'ai le souvenir évidemment du moment où Coluche lance les Restos du Cœur en son temps et où il dit nous allons faire momentanément ce que l'État ne fait pas pour que l'État se réveille et le fasse. Force est de constater qu'aujourd'hui les Restos du Cœur sont plus que jamais là, plus que jamais nécessaires et que l'État ne le fait pas. Mais je pourrais multiplier d'autres exemples. Je fais partie d'une maison professionnelle
qui organise depuis maintenant quelque temps annuellement un cube en verre pour récolter de l'argent, où l'on voit même le ministre ou la ministre qui serait en charge de la réponse à fournir venir apporter un chèque, croyant ainsi apporter un acte généreux, là où le budget qu'elle représente ce chèque est évidemment même pas 1% de la somme qui devrait être dégagée pour y répondre structurellement. Est-ce que vous ne craignez pas de devenir, avec la plateforme citoyenne, le Xème avatar de cette mauvaise aventure ? Je pense qu'il faut peut-être voir les choses par rapport au contexte dans lequel il s'en sert. Il n'était pas question de remplacer l'État, il n'était pas question de continuer à faire ça sur la longueur. Il était question d'un mouvement de citoyens bénévoles qui se sont débrouillés pour trouver des solutions à un moment donné. Et je voulais quand même dire que je suis en Belgique depuis 4 ans et donc que cela prend du temps de connaître l'histoire de l'associativisme en Belgique. Mais je viens du Portugal où la majorité de ce genre d'initiatives sont très rapidement gérées par l'État. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que d'une certaine façon, il est très difficile de se mobiliser. Il devient très difficile d'être bénévole, de participer dans son quartier, de s'impliquer pour une cause. Parce que si il y a toujours quelqu'un qui, quelques jours plus tard, qui va très rapidement gérer les choses de façon très institutionnelle et donc en laissant très peu de liberté aux citoyens d'apprendre par la mobilisation, de se rendre compte de situations qui leur sont parallèles par l'action concrète. Il y a moyen de s'insérer dans ce tissu et de pouvoir apporter une approche qui est différente, une approche qui permet aussi de éventuellement bousculer ce qui existe déjà, mais qui est peut-être depuis trop longtemps on a continué à faire de la même façon sans se questionner. Et la question de l'accueil, de l'hospitalité, de la façon dont il est organisé généralement peut aussi apprendre avec l'exemple que les citoyens apportent, avec des façons alternatives d'apporter un soutien concret. Christine Mailly, qu'attendez-vous du réseau de la laïcité de manière générale, mais en particulier évidemment pour vos préoccupations quotidiennes? Beaucoup d'abord. Voilà. C'est bien, le président est là, il engrange. Non mais c'est vrai, voilà, beaucoup partout, hein, mais beaucoup chez vous aussi, évidemment, mais beaucoup aussi parce qu'à partir du champ de la laïcité, je pense qu'on doit réfléchir l'universalité des droits, on doit renforcer l'état de droit, on doit vouloir que l'État ait une puissance pour gérer les ressources et les richesses qui sont générées dans l'intérêt de tous, et donc on doit pouvoir s'y attaquer. Et entre autres, ce que j'attends de la laïcité, puisque je pensais en parler, mais la perche étant plus tendue hein, du cube de verre, donc de cette infamie qui est Viva for Life, hein, ce que j'attends de la laïcité, comme d'autres, mais particulièrement de la laïcité, c'est d'avoir une veille critique puissante, permanente et intense sur tous les mécanismes qui instituent la charité plutôt que la solidarité, sur tous les mécanismes qui instituent la charité plutôt que le droit. Viva for Life en est une terrible, dramatique démonstration parce qu'elle a des impacts puissants à tous les niveaux. Elle a un impact puissant au niveau de continuer à déconstruire la capacité de l'État à faire des choix différents dans la tête des gens, parce que les gens, en fait, se développent dans leur tête qu'il n'est pas anormal de passer par la charité pour résoudre des problèmes parce que l'État n'a quand même pas assez de moyens, etc. Donc ça renforce et ça tue l'analyse critique de comment on gère l'ensemble de la potentialité qui organise une société. Ça a des conséquences terribles sur la manière de voir la pauvreté, hein, de distinguer la pauvreté. On développe autour de ça des arguments abjects qui sont « Ah ben depuis qu'il y a ça, on parle enfin de la pauvreté infantile ». Personnellement, je demanderais à la laïcité d'abandonner les termes de pauvreté infantile. Ça n'existe pas, la pauvreté infantile. Que l'on parle de droits auxquels les ménages n'ont pas accès, qui ne sont pas organisés pour eux et qui ont des conséquences indirectes sur les enfants qui vivent dans des familles dépossédées par des choix
de société qui produisent ces effets-là. Donc je trouve que c'est extrêmement important de bannir des expressions comme celle-là et de mettre les mots justes. C'est évidemment l'indécence qui est évoquée de dire des ministres qui viennent jouer le gadget marionnette avec leur chèque quand en même temps ils prennent des décisions qui appauvrissent davantage. C'est évidemment l'émotion populaire et derrière tout ça, c'est une grande récupération médiatique d'une télévision de service public dont on voudrait qu'elle ait une mission universelle et qu'elle ne vienne pas dire « Ah ben comme ça, on a communiqué sur la pauvreté infantile ». J'ai envie de dire que si elle fait son travail en permanence sur ce que sont les droits, etc., il n'y a pas besoin de faire des espèces de pointes comme ça. Alors ça tue aussi, j'ai envie de dire, l'espace démocratique médiatique parce que moi je le vois dans mon travail, depuis qu'il y a Viva for Life, il y a toute une période tampon où arriver à passer dans l'espace médiatique pour parler de fond en matière des enjeux dont on parle ici, c'est extrêmement réduit. Hein. C'est ça qui prend toute la place. Et ça peut aller d'ailleurs jusqu'à des situations comme l'année dernière, où l'opération a même osé voler la date du 17 octobre, qui est la date des gens, puisque l'année dernière, l'opération a lancé Viva for Life le 17 octobre sur tous les médias. Donc on ne parlait pas du tout de ce que la population et les gens concernés faisaient le 17 octobre ailleurs. On avait les spots, hein, Viva for Life, avec évidemment ING et tutti quanti, qui portent une partie de la responsabilité de cette réalité de la pauvreté. Mais c'est un point d'orgue au niveau de Viva for Life, parce que c'est une puissance, évidemment. Les médias, ils ont une puissance intéressante, mais aussi manipulatrice, hein, et pas nécessairement dans le bon sens. C'est le cas de cet exemple-là. Heureusement, la RTV fait d'autres choses intéressantes, hein, mais dans ce cas-là, c'est lourd de conséquences. Mais c'est vrai dans plein d'autres domaines. Ce que je dirais à la laïcité, ne tombons pas dans... Moi, j'utilise ce mot-là parce que je trouve qu'il est plus fort qu'habitude, dans l'habituation. Et l'habituation, c'est parfois de choisir des chemins de fausses bonnes réponses à la réalité des inégalités. Qu'est-ce que j'appelle l'habituation ? On parlait de Coluche, les Restos du Cœur, etc. Je ne vais pas le développer parce que pour ne pas être trop longue, mais l'organisation de l'aide alimentaire, etc., c'est une habituation à acter qu'on est dans un pays, c'est incroyable, hein, où le droit à accéder à l'alimentation en toute autonomie et liberté n'est plus garanti. Et donc, je comprends bien, évidemment, et je respecte tout à fait l'ensemble des gens qui s'investissent dans un resto du cœur, dans une épicerie, colis alimentaires, etc. Mais ce que je demanderais, et je pense que ça rejoint un peu la question évoquée près d'Adriana, c'est qu'avec la même intensité, les gens qui se disent les gens ne peuvent pas crever de faim là demain, il faut bien qu'ils aient à bouffer, et ça je comprends, avec la même intensité, s'engagent dans des mouvements laïques, dans des mouvements d'éducation permanente, dans des mouvements politiques, dans des mouvements syndicaux, avec la même force politique pour démonter ce qui produit, qu'il faut nourrir ou qu'il faut héberger, etc. Or, souvent, on a un peu pas un schisme, mais un investissement d'un côté et pas de l'autre. Et si on arrivait à nouer ces choses-là, bien, on peut casser beaucoup plus et mettre en difficulté l'acteur en face, notamment l'acteur politique. Parce que le pire aujourd'hui, c'est quand l'acteur politique se met à financer ces palliatifs dégradants, ce qui se passe, évidemment. Et donc, on crée un circuit parallèle de l'aide alimentaire pour pauvres, qui arrange bien la récupération alimentaire. On dit qu'on agit sur le climat avec ça. La fiche projet dans le plan précédent de lutte contre la pauvreté, elle ne s'appelait pas on souhaiterait que les gens s'alimentent mieux, par exemple, elle s'appelait réduction de tel pourcentage des invendus alimentaires. Ça, c'était la fiche projet pour parler de l'accès à l'alimentation des pauvres. Ça dit tout. Ça dit tout de la vision. Même chose, et je donne ce dernier exemple-là, ne tombons pas dans l'habituation, par exemple, de l'institutionnalisation du fait qu'il soit possible de vivre dans la rue. On est en train de produire ça pour le moment dans notre société. Comme l'État ne fait pas le choix d'une politique de logement pour tous, de choix comme en Finlande, par exemple, où les communes ont obligation de relogement dans les 15 jours. C'est ça qui fait que le sans-abrisme diminue en Finlande. C'est évidemment l'accompagnement social aussi, etc. Mais ce qui fait surtout ça, c'est qu'à partir du moment où il y a une législation qui dit que dans les 15 jours, on doit reloger, il y a évidemment des dispositifs qui existent et ça se passe. Et donc, on n'a presque plus de sans-abrisme en Finlande. On garde quelques services pour l'urgence, parce que l'urgence sera toujours nécessaire dans la vie. On peut se prendre le pied dans le tapis, il peut arriver un accident. Mais ça doit être très momentané, normalement. Or, chez nous, l'urgence est institutionnalisée. Et donc, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, riche comme le nôtre, avec un État organisé, en principe organisé, pour tout régler,
On a des camionnettes avec des machines à lessiver pour aller dans la rue, avec des douches pour aller dans la rue, des infirmiers de rue, Médecins du Monde qui s'était créé pour aller au bout du monde, qui soignent des pieds dans la rue en Belgique. On a des abris de nuit, des abris de jour, on a de la géolocalisation pour que les personnes sans abri puissent aller se mettre à l'abri, etc. De nouveau, c'est comme pour l'aide alimentaire. Moi, j'ai rien contre tous ceux qui font ça, parce qu'il faut bien, sinon les gens crèvent de nouveau. Mais de nouveau, avec la même intensité, quel combat politique va-t-on mener pour que ça se dégonfle? Parce que c'est possible, les solutions existent. Donc je dirais, ne pas tomber dans l'habituation. L'habituation, pour moi, c'est... les réalités sont là et finalement on se met à les gérer, on se met à contribuer à les gérer. Et ne pas y tomber, c'est éventuellement faire ça, mais aussi le travail politique. Dénoncer enfin la pauvreté comme une violence. Comme une violence, je pense que acter que c'est une violence et pouvoir mettre des mots là derrière, c'est déjà sortir les gens qui sont dans cette réalité du fait qu'ils seraient une poche d'irresponsables qui ont besoin d'être assistés, etc. Et alors on peut commencer politiquement à en parler autrement. Merci pour la feuille de route. Arnaud Zacharie, tout ça nous ramène à un slogan finalement qui a déjà son pesant d'âge. Je me souviens du moment où l'on disait ne lui offre pas un poisson, apprends-lui à pêcher. J'ai l'impression que ces temps-ci, la fabrique à poissons fonctionne à fond. Le manuel de l'apprentissage de la pêche, on l'a rangé dans la bibliothèque. Oui, bon, j'ajouterais qu'en fait, ils savent très bien pêcher depuis longtemps. Et si on regarde la situation des pêcheurs africains, ils sont avec leurs pirogues concurrencés par des paquebots qui profitent d'accords de libre-échange. Donc le paternalisme sert aussi à masquer une réalité d'inégalité économique qui entraîne cette exclusion sociale. Donc voilà, la réalité, de nouveau, c'était la première question que vous m'avez posée. Ce qu'il faut, c'est réformer le système. On sait très bien comment réduire les inégalités, on l'a déjà fait, y compris au cours du XXe siècle. Si on a déjà des salaires qui augmentent avec les gains de productivité, si on a un partage du temps de travail en fonction de l'augmentation de la productivité, si on a une justice fiscale qui permet de redistribuer les richesses, on a une société égalitaire. On a aussi les solutions pour avoir une société soutenable. Il y a des manifestations de plus en plus massives qui demandent d'ailleurs de prendre les décisions qui s'imposent. Donc il n'y a pas, à mon avis, de quoi être obligatoirement pessimiste, même si on est face à des défis majeurs. Paul Jorion, en vous laissant l'occasion de prendre rapidement des notes au vol, votre réflexion évidemment à ce propos, et j'y rajouterai, même si ça peut avoir l'air un peu hors propos, quoique, que peut-il subsister de l'idéal de citoyenneté, de solidarité citoyenne vigilante, etc., à l'heure où l'on nous annonce l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, pour ne pas dire qu'elle est déjà opérationnelle? C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, mais je vais la raccrocher à ce que je voulais quand même vous dire. Puisqu'il l'accent a été mis sur ce que peut faire la laïcité, je voudrais quand même attirer l'attention sur deux débats. Ils sont sous-jacents à ce que nous avons dit ici aujourd'hui et hier. Le premier, c'est de réfléchir véritablement à qu'est-ce que c'est que cette machine à concentrer la richesse à laquelle nous n'avons encore jamais trouvé de solution. Les solutions, quand elles nous sont venues, ce n'est pas par une fiscalité progressive qui n'a jamais été qu'un emplâtre sur une jambe de bois, ça a été par les guerres qui ont réduit la richesse des plus riches et qui leur a permis de repartir un petit peu, et les grandes crises économiques. Malheureusement, ce qu'on a vu dans la dernière crise économique, c'est qu'entre-temps, les riches avaient inventé un outil qui leur permettait de s'assurer et qui faisait que c'était la communauté qui allait régler l'ardoise. Et comme vous le savez, la différence entre 1929 et 2009, c'est qu'en 1929, les riches ont perdu beaucoup d'argent dans la crise. En 2009, la concentration de la richesse, à partir de 2009, est
s'est accélérée. Pourquoi? Parce qu'on a inventé le crédit défaut de swap qui a mis toute l'ardoise aux États qui se sont endettés encore davantage. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre en question le capitalisme en tant que tel? On n'a pas prononcé le mot, il faut le poser. Est-ce que c'est le capitalisme? Est-ce que c'est la propriété privée? Est-ce que c'est juste la propriété privée des moyens de production, comme disait le camarade Karl Marx? C'est une question sur laquelle il faut absolument plancher. L'autre question, et là elle a été évoquée hier, mais on nous a montré les difficultés que ça pose en France d'une certaine manière, en Belgique d'une autre. Il faut instaurer un dialogue avec l'islam. Il faut qu'on puisse travailler ensemble. C'est compliqué, c'est très compliqué, parce que d'une certaine manière, grâce à nous, la question religieuse s'est réduite dans les pays comme les nôtres. Mais il faut rappeler que ce sont des combats. La pensée des hommes, tout ce qui s'est fait au XIXe siècle par nos grands ancêtres, l'Université libre de Bruxelles, Élysée Reclus, compagnie, tous ces gens qui ont mis à bas un pouvoir que le cléricalisme avait mis en place, c'est-à-dire un système parasitaire sur un message qui est un message de générosité tout à fait dévoyé par la suite. Le dialogue avec l'islam est difficile parce que le Coran est à la fois une vérité révélée qui affirme être la dernière et donc qui clôture tout par la synthèse. Il n'y aura pas de prophète après Mahomet, dit-il. Et en même temps, c'est un manifeste du nationalisme arabe. Nationalisme arabe que d'une certaine manière, nos pays, quand ils tolèrent des régimes d'extrême droite en Israël, rendent encore beaucoup plus compliqué. Il faut que nous travaillions sur tous les aspects de la question. On peut dire, oui, la guerre, la Saint-Barthélemy, c'est un truc dans notre passé, et c'était 3500 morts, comme ça a été rappelé hier, et c'est horrible, mais c'est une chose que nous n'en tirons plus les leçons. Nous ne savons plus ce que c'est ce qui déchire encore l'islam en ce moment, la querelle entre les sunnites et les chiites, c'est un problème présent pour eux. Et quand nous, involontairement, par nos alliances économiques, par le fait que nous achetons plutôt du pétrole à l'Arabie Saoudite plutôt qu'à l'Iran, que nous prenons involontairement parti pour les sunnites contre les chiites, il faut que nous tirions les conséquences de ça. Je viens à votre question, qui est maintenant la question sur l'intelligence artificielle et le travail qui va disparaître. Vous le savez peut-être, dans ce combat pour le revenu universel de base, je fais partie des gens qui étaient liés au mouvement mouvement antilutériste des sciences sociales au moment où il s'est créé à la fin des années, milieu des années 80. Donc on était vraiment au fer de lance de cette question du revenu universel de base. Depuis, j'ai travaillé 18 ans dans la finance. Je sais que la finance est un système de prédation, de parasitisme, qui parviendrait à détourner, si pas la quasi-totalité des sommes qui seraient données aux gens, en tout cas, il y aurait aussitôt des cellules qui se créeraient dans les banques. Comment est-ce qu'on va prendre une partie de cette somme ? Je suis du coup partisan d'autre chose, d'une alternative que les Britanniques appellent maintenant le service universel de base et ce que nous appelons nous la gratuité. Ils l'appellent pas gratuity parce que gratuity ça veut dire pourboire en anglais, donc c'est pas le bon mot. Étendre la gratuité, c'est le discours de Robespierre sur les subsistances en disant qu'est-ce qu'il faut protéger avant tout. Ce n'est pas allusion au débat à l'époque, ce n'est pas la propriété privée, c'est la vie de chacun, c'est la possibilité pour demain de chacun d'être en vie. Il faut partager, dit Robespierre, il faut partager l'économie entre deux parties, celle du superflu et celle du nécessaire. Pour le nécessaire, il faut assurer la gratuité. Il faut que chacun ait la possibilité d'être en vie demain et que la nuit ne se passe pas à essayer de résoudre ce problème d'être en vie demain. Qu'on laisse aux commerçants, dit-il, la liberté de vendre les choses qui sont de l'ordre du superflu. Pour tout ce qui est nécessaire, il faut que ce soit assuré. Dans la mobilisation qu'on va avoir, du fait que nous dépassons la capacité de charge de notre espèce, qu'on ne va pas pouvoir continuer à essayer d'alimenter les caisses de l'État en
en imposant des sommes qui ne seront plus gagnées par les personnes. Nous avons voulu, au niveau de l'espèce, nous avons voulu nous débarrasser du travail. C'était une corvée. Il y avait des choses avilissantes, des choses dangereuses, il y avait des choses épuisantes. On n'a pas voulu le faire. Et notre inventivité nous a permis de nous débarrasser du travail. Le problème maintenant, c'est simplement que celui qui est remplacé par la machine, bien sûr, il ne reçoit aucune compensation pour ça. Ça va alimenter les gains du capital de celui qui est le propriétaire de la machine. C'est pour ça que j'ai proposé il y a quelques années, en 2012, la taxe sismondie, la taxe sur la machine. Tout de suite, il y a des gens qui ont dit oh, on ne va pas imposer les marteaux, etc. Un marteau ne remplace pas un poste de travail dans une usine ou dans une firme, mais un robot, oui. L'intelligence artificielle, oui. Et là, vous allez voir que là, on nous dit oui, les robots remplacer les ouvriers, bon, bah, etc., etc. Le jour où ça va commencer à remplacer véritablement les grands avocats, les grands médecins, etc., à ce moment-là, on va réagir. Ah, bah, tout à coup, on va se dire, voilà. Et c'est en train de se faire. La machine est surpuissante, la machine peut faire beaucoup mieux. Le médecin regarde 9 paramètres, il fait des corrélations entre 4 de ces paramètres pour voir si quelqu'un a un cancer. La machine prend les 19 paramètres, elle fait toutes les corrélations, elle trouve la solution, elle va beaucoup plus vite, elle va sauver des vies humaines très rapidement, ça va coûter beaucoup moins cher à la communauté, bien entendu, et on va le faire. On va résister parce qu'on n'a pas de solution à la disparition du travail, parce qu'on n'a pas cette idée de gain de la machine partagée par la communauté tout entière. Donc on va freiner, donc on va dire ça se fait pas aussi vite qu'on avait dit, etc. Mais ça va se faire. Il y a trop de gains à faire. Les gens qui étaient des équipes de 7 comptables dans des grosses entreprises, maintenant c'est un poste et demi et des choses de cet ordre-là. Ça va venir. Il faut qu'on prenne les mesures qu'il faut. Il faut une taxe de ce type-là sur la richesse des machines. Il n'y a pas de raison que ça aille à ceux qui ont déjà tout l'argent. Vous connaissez les chiffres de Oxfam, bien sûr. 8 personnes aussi riches que 3,7 milliards de personnes à la surface de la Terre. 3,7 milliards, je vous rappelle, hein, c'est 3,7 multiplié par 1000 une fois, puis multiplié par 1000 encore une fois, et multiplié encore par 1000. Ce sont des très gros chiffres. Il faut qu'on résolve ce problème. On ne va pas un extraterrestre qui viendrait et qui nous dirait comment marche votre système et qu'on donnerait ce chiffre, mais il repartirait tout de suite dans sa fusée en disant ça ne peut pas marcher ce truc. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas conscients qu'un système comme ça ne peut pas marcher et qu'en tout cas il n'assurera pas notre survie dans le long terme? Je voudrais... On doit clôturer, hein, d'abord parce que l'horaire est là, mais je voudrais encore vous demander successivement, brièvement, Adriana et Christine Mailly, vous savez, vous connaissez le symbole de la laïcité, ce flambeau et cette chaîne humaine autour. Votre flambeau, à vous, ce que vous souhaiteriez brandir, c'est quoi, Adriana? Micro. Christine Mailly. Le temps qu'Adriana réfléchisse. Bon, le temps qu'Adriana réfléchisse. Ben, j'écoutais, en fait, ça me ramenait à une phrase qu'on met, enfin, une phrase, c'est plus qu'une phrase, au moteur qui va nous porter au réseau Wallon, on espère d'embarquer plein de gens dans la suite. C'est qu'on a déclaré qu'on partait à la reconquête du pouvoir de vivre. Voilà, au réseau Wallon. Pourquoi? Parce que ras-le-bol, hein, je veux dire, de se situer comme les petits au niveau des miettes qui doivent essayer de grappiller. Aujourd'hui, on doit reconquérir le pouvoir de vivre, et reconquérir le pouvoir de vivre, c'est évidemment du pouvoir d'achat, c'est de la répartition de richesse, enfin bref, mais c'est aussi des services publics, etc. L'idée de la gratuité par rapport à ce qui est nécessaire à la vie, ça fait partie de nos combats, ça fait partie de nos enjeux, et puis on peut voir après c'est pour ça que la reconquête du pouvoir de vivre, ce qu'il y aurait aussi écrit sur le flambeau, ça passe par le droit à l'aisance. On a choisi aussi ces termes-là volontairement pour sortir de ce truc de vivoter dans la survie comme des sous-humains, etc., puisqu'il est possible de faire autrement. Ça passe par le droit à la vie privée, parce qu'on est dans une société où il y a 2 vies privées aujourd'hui, hein. Il y a celles qui ont la chance de ne pas devoir émarger à des services sociaux, à la maladie, etc. Là, bon, même si on peut discuter de la vie privée, hein, des données qui circulent, mais enfin ceux-là ils en ont quand même encore une, et puis il y a les autres qui n'en ont plus aujourd'hui quasiment, au niveau de leur autonomie, leur liberté et la manière dont on scrute qui est dans leur lit, comment ils s'organisent, à quelle heure ils sortent de leur maison, etc. Et le troisième, c'est le droit à l'accueil inconditionnel. Tout ça se trouve derrière la reconquête du pouvoir de vivre, donc voilà, on peut faire un flambeau, écrire tout ça dessus. Bien, on engrange. Adriana, vous avez trouvé le vôtre?
Je vais peut-être commencer par une question que je pense qui est importante et que je répète souvent à mes collègues quand on est dans des situations de grande détresse. C'est que ce combat qu'on mène au sein de la plateforme est quelque chose de très lourd. Tous ceux qui se sont impliqués dans ce soutien quotidien ont été confrontés à une violence, à un danger quotidien que la majorité de ces citoyens n'avaient jamais confronté. Je disais tout à l'heure, ça fait 2 ans que des citoyens hébergent des migrants, ça fait 2 ans que des citoyens sont confrontés quotidiennement à cette violence et il y a un moment où il faut tenir compte aussi de l'impact sur la violence qu'on impose aussi aux citoyens, comme disait Christine, à la fois devoir être vigilant, être attentif, être conscient, mais à la fois aussi devoir subir cette action. Et donc je dis plutôt de façon très cynique à mes collègues que si on tient un discours très positif sur le changement de mentalité potentielle de ce genre de rencontres, c'est que tout ce qui est fait aujourd'hui au sein de la plateforme devienne un jour du pédagogique et pas du nécessaire, et pas de l'urgence, et pas un poids que des milliers de personnes doivent porter très rapidement, même si elles ne sont pas d'accord de devoir le faire pour sauver des vies. Merci pour cette invitation. Paul Jorion. Une phrase. Alors, je vous rappelle d'abord par précaution que le mot garce, c'est le féminin de gars. Et je vous dis, du coup, si toutes les garces du monde et si tous les gars du monde voulaient se donner la main, cela ferait une ronde sans fin. Arnaud, un legs, un flambeau avant qu'on ne vous libère parce que vous avez un cours à donner dans un quart d'heure à l'université. Je dirais une poignée de main, tout simplement. On se la donne. Merci.